Allons prendre le dernier tournant avec l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, l'alerte de l'ONU. Est-ce qu'il s'agit d'une menace réelle pour la démocratie ou alors une ingérence internationale? Sur l'alerte de l'ONU, lui David Lobet, comment vous interprétez le communiqué du haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, sur la restriction de l'espace civique au Cameroun? Monsieur Angelbert, bien avant de répondre directement à votre question, vous me permettrez une digression. Allons-y. Et cette digression va à l'endroit de mon frère, monsieur le rédacteur en chef du journal Continental, dont la sagacité des vues est incontestable, mais qui se révèle intolérant à l'endroit du ministre Chiroma Bakary. Fort heureusement, cette intolérance a été encadrée par le président Cyprien et le politologue Stéphane Zanga. La configuration Norbert Ebodé actuelle est formatée en deux blocs dualistes. Vous avez d'un côté ces censures qui se répaissent de façon sauvage des richesses de l'État, et vous avez d'un autre côté les sécuristes que vous appelez pompeusement opposants, qui viennent en aide au sauvetage de la République. Le ministre Chiroma Bakary a fait acte de repentance populaire. Et nous, les sécuristes, que vous appelez opposants, lui avons accordé notre tolérance populaire. Il est désormais le nôtre. Son discours, ses actions, ses actes sont les bienvenus, puisque tout cela contribue au combat que nous sommes en train de mener pour la restauration de la dignité collective. Maintenant, M. Angelbert Fomon, en rapport avec votre question, puisque moi je ne suis pas un imposteur, et puisque vous êtes la caution morale de cette émission, je soumets à votre lecture cette demande d'autorisation de manifestation publique formulée par le président de l'UMS à l'endroit de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 3. Allons-y. C'était le 18 août 2025. Premièrement, et là c'est sous le contrôle de mon aîné, Cyprien Olinga, et de mon frère, politologue. Je requiers leur intelligence. Voilà votre caméra. Devrait-on parler de demande d'autorisation de manifestation ou de déclaration? Parce que finalement, il y a un enchevêtrement autour de ces notions qui nous amène à ne plus savoir quelle est la formulation de la demande à l'endroit de l'autorité lorsqu'on veut organiser un meeting. Vous avez donc ici notre demande qui date du 18 août 2025. Il y a eu un silence irrespectueux, dédaigneux de la part de l'autorité administrative. Alors que quelques jours plus tard, dans l'élan des activités élaborées par notre champion, l'honorable Kwemo, nous avons, conformément aux dispositions de la loi, qui nous permettent... Il faut préciser qu'il s'agit de l'honorable Pierre Kwemo. C'est Pierre Kwemo, l'honorable Kwemo. Il ne faut pas faire la confusion entre le ministre Joël Kwemo. Alors, qui n'est pas opposant. Qui n'est pas opposant. En date du 3 septembre, le maire sort de son mutisme irrévérencieux et adresse un courrier allant dans le sens de demander à monsieur Kwemo de lui présenter un récépissé d'autorisation de manifestation publique. Voici la correspondance de monsieur le sous-préfet. Bon, de tels actes sont souvent incorporés dans le zèle administratif. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces actes sont contre-productifs pour le régime en place. Parce que l'État du Cameroun a signé, a ratifié à des conventions avec des organisations internationales de l'envergure de l'ONU et de ses démembrements spécialisés. Ce qui veut dire que les actes qui sont perpétrés au Cameroun sont scrupuleusement analysés au niveau international. Et c'est donc fort à propos que cette organisation spécialisée des ONU dénonce le chiffonnement en règle des règles élémentaires de la démocratie, notamment les libertés d'expression. Voici donc une preuve
palpable et tangible. Nous ne sommes pas dans une vue de l'esprit. Monsieur Angébin Fomon, les gens d'en face sont prédominants au sein de l'Assemblée nationale. Ils sont hyper dominants au sein du Sénat. Ils contrôlent toutes les communautés, les mairies, je veux dire. Ils sont largement présents dans la posture de conseillers municipaux. Les conseils régionaux sont sous leur escarcelle. A priori, on aurait pu déduire que leur champion dispose d'une légitimité populaire et politique établie. Toute chose qui l'amènerait à être serein face aux petits partis d'opposition que nous sommes, disent-ils. Il ne devait pas avoir peur du président Cyprien Olinga. Il ne devait pas avoir peur de l'honorable Pierre Kouemo. Puisque, logiquement, ils ont entre les mains les manettes de la pleine gouvernance de ce pays. Mais pourquoi sont-ils si frileux? Pourquoi le moindre espace qui devait être concédé aux petits partis de l'opposition pour s'exprimer et clarifier leur point de vue suscite du torticolis chez ces gens? Simplement parce qu'ils sont illégitimes. Ils baignent dans l'imposture politique. Ils sont conscients que tout ce qui est entre leurs mains relève de la tricherie. Ils ont donc peur que les discours digestes, constructifs, pertinents, élaborés par nous les sécouristes, se fassent approprier et incorporer par les Camerounais qui décideront donc de nous porter au pinacle de cet État. Je rejoins donc intégralement la posture de cette organisation spécialisée de l'ONU qui vient faire une peinture supplémentaire de ce que nous connaissons. Mais est-ce qu'il s'agit d'un constat objectif basé sur des faits documentés ou alors une dramatisation du contexte électoral? Mais voici un fait documenté que je viens d'élaborer devant la face du monde. C'est un document que tout Camerounais logé, rationnel et honnête validerait. Bon, est-ce que le Cameroun devrait donc s'attendre à ce type de critique à quelques semaines du scrutin? Écoutez, vous savez, il y a un langage populaire, il y a une expression prosaïque qu'on dit souvent grillé. Le Cameroun est un État grillé. Vous savez, quand vous avez été 3 fois champion du monde de la corruption, vous n'avez plus honte. Le pays n'a plus honte. C'est pour ça que nous parlons de la restauration de notre dignité. Ils feront fi de ce que pensent les autres. Parce que notre image est lourdement écornée à l'étranger. Nous sommes des brigands, des gangsters de la démocratie. Non. Mais oui. Non, ce sont des biens formaux. Il faut être posé, poli sur ce plan. Attention, monsieur Angébin Fomon. Les mots existent et les mots doivent être choisis pour désigner certaines choses. De plus, ces mots sont révélateurs de l'état d'esprit des Camerounais que nous sommes. Mais nous sommes dans la détresse, nous sommes dans la colère, nous sommes dans la désolation. Et nous n'allons pas user de contorsions langagières pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je dis qu'il y a des braconniers de la pratique démocratique dans ce pays. On refuse. Et nous épousons la posture de l'ONU. L'ONU est fondée dans cette posture. Très bien. Norbert Ekbodé, revenons sur les faits dénoncés, les interdictions de rassemblement, les arrestations de militants et autres interruptions médiatiques évoquées donc par l'ONU reflètent-elles une réalité assez tangible? Sont les faits, et je l'indiquais encore tout à l'heure, le journaliste que je suis traite des faits depuis une quinzaine d'années, mais dans cette sortie, je retrouve une sorte de surenchère aussi. Vous savez que quelqu'un le disait, à cette période, tout le monde veut veut s'en mettre plein les poches. Et on croit que le nid de la corruption, c'est seulement au Cameroun. Non. Même ces organisations dites internationales viennent se faire de l'argent à cette période électorale parce que, soit dit en passant, quelqu'un appelait ça quelque part la saison des mangues. Chacun secoue de son côté pour que quelques mangues tombent. Il peut y avoir des fruits mûrs et des fruits non mûrs. Donc, vous avez vu, à chaque fois,
il y a Reporters sans frontières qui calcule cette période pour faire son classement dans le champ médiatique. Il y en a qui viennent sur le champ sécuritaire, il y en a qui viennent sur le champ politique, et ainsi de suite. Ce qui est décrié dans le rapport n'est pas totalement faux. Vous faites allusion là à l'interdiction de l'émission du candidat recalé Dieudonné Yebga. Il a pris l'exemple de son du meeting de son candidat interdit. Hier encore, du côté de Limbe 1, c'est le meeting de l'UNDP qui a été interdit et autres. Mais je dis, c'est pas pour autant qu'on va dire que nous sommes totalement en enfer. On peut décrire trois choses. Bon, mais nous aussi, notre rôle n'est pas... Est-ce qu'il s'agit, là, est-ce qu'on peut parler d'un schéma d'atteinte systématique aux libertés publiques, ou alors il s'agit d'incidents isolés amplifiés par des opposants et les ONG? Non, on ne dira pas incident. Si on dit que ce sont les incidents isolés, on va quand même nous taxer des êtres sans cœur. C'est des faits qui existent, mais je dis qui parfois sont amplifiés de manière exagérée. Parce que, soit j'étais en passant, ces gens-là ne sont pas les enfants de cœur quand ils arrivent ici. J'ai souvent pris l'exemple, même si on ne va pas tirer sur le confrère, mais parfois, il faut le faire. J'ai souvent pris le cas de Christophe Bois-Bouvier. S'il vient au Cameroun, il dit non, Gelben Fomonoba et Bolé, c'est la déchirure. Il vous donne la parole. Vous finissez de me brocader. Il diffuse. Après, dès que moi j'écoute ça, je matin un peu, pourquoi Fomo me brocade autant? Ainsi de suite. Il a bâti sa réputation là-dessus. Et vous demanderez, vous qui parlez des guides sur ce plateau et autres, mais vous demanderez l'interview au même ministre, il ne va pas vous l'accorder. Mais dès que Bob vient annoncer, d'abord, ce n'est pas vous qui le logez. C'est pas vous qui affrétez son vol spécial, ainsi de suite. Donc, quand ces gens-là font le rapport, combien l'autre là, et il y a la dame là qui est tout le temps avec Maître Alice Com. Le rédac, à chaque fois, oui. Elle a dressé les rapports au Cameroun, mais vous savez que son organisation même a été frappée d'interdit. Oui. Mais quand c'est les Nations Unies, vraiment tout le monde s'agite, a dit qu'on organise même, à l'époque même du ministre Chiroma, même si il ne veut pas que je le cite comme étant comptable de ces errements, à l'époque de Chiroma Mincom, on organisait tout de suite une conférence de presse pour dire que non, vraiment, il faut être solidaire, on mobilisait la presse nationale et internationale pour dire que non, vraiment, on n'a pas le droit de dire ceci ou ça sur le Cameroun. Mais je dis, moi je serais mesuré sur cette approche. C'est-à-dire, si on était vraiment dans le Far West, si on était vraiment dans l'enfer qui est dépeint, on ne parlerait pas avec de tels mots sur ce plateau. Au sortir d'ici même, on nous embarquerait tous. Mais je vois que quelque part, on ne demande pas à vivre dans un paradis. Mais on demande quand même que nous évoluions sur du 50-50. Que si le président Olinga veut faire son meeting dans son département qui est la Mofo Afamba, qu'il ait droit au même encadrement que le maire de Fou qui vient mener battre la même campagne. Mais si le président Aimé Cyprien Olinga est muselé dans son département, où ira-t-il d'abord s'exprimer? Donc que les candidats, les 12 candidats qui sont engagés à la course pour la présidentielle du 12 octobre, aient les mêmes chances. De la campagne. Non, ce n'est pas encore... Est-ce que c'est le moment de la campagne? Mais il y a les préalables. Qu'est-ce que ces candidats cherchent sur le terrain? J'ai dit, il y a des actes de campagne. Et il y a des préalables. Il y a des préalables, sauf si vous vous érigez en militant du RDP sur ce plateau pour remplacer celui qui nous a fait. Voilà. Je voulais me rassurer. Je voulais me rassurer que vous êtes d'accord. Je voulais me rassurer que vous êtes d'accord. D'abord, c'est l'affinité avec le guide naturel. Je voulais me rassurer, monsieur Gelben Fomon. Oui, voilà, éclairez-moi et relancez-moi. Effectivement, militant convaincant et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, mon nom figure depuis hier. Sauf qu'on ne veut plus... Attendez, je vous dis. Allez-y. La parole. Oui. Depuis hier, à la commission communale de campagne de Oufou. Oui. Sauf que ici et maintenant, ce n'est pas le militant. Oui. Parce qu'il n'y a pas interdiction pour un journaliste de militer. Oui. La preuve, vous êtes des journalistes et vous êtes des militants. Lui, David Lobé, c'est un journaliste militant. Ce n'est pas interdit. Toutefois,
c'est le journaliste dont vous avez affaire ici aujourd'hui comme modérateur de l'arbre à palabre. Mais depuis que vous prenez la parole, vous ne nous donnez pas des garanties d'impartialité et de neutralité. Je croyais que c'est ce que je faisais. Non, Sauf que... Laissez-moi donc vous dire que il y a cet aspect de militant du RDPC qui surabonde en vous. Sauf que cela, nous sommes obligés de vous prendre à partie. Je considère donc dès cet instant que j'ai en face de moi le représentant du RDPC et je vais vous traiter comme tel. Je continue de dire à Gelbert, je continue de dire à Gelbert qu'il faudrait qu'on évolue sur une logique du 50-50. On a dit que si on dit que les forces de maintien de l'ordre doivent encadrer des meetings des différents candidats engagés à cette course à la présidentielle, qu'on n'ait pas une sorte de politique de 2 poids, 2 mesures. Qu'on n'ait pas le sentiment que quand c'est le grand R qui se déploie, qu'il y ait cette mobilisation tous azimuts, et quand c'est peut-être l'UMS, ou alors le PCRN, ou alors l'UDC qui se déploie, qu'on ait des restrictions. Parce que justement, parfois, c'est ces restrictions qui sont amplifiées, qui donnent l'impression... Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. Une vidéo est vite partie, qu'on l'interprète de l'autre côté. Et vous savez, à chaque fois qu'on parle du Cameroun, et on va utiliser une image, il y a à boire et à manger. Chacun trouve à redire. C'est à qui ça profite. Il y a quelqu'un qui a une clinique de l'autre côté, qui mettra le Cameroun comme patient dans sa clinique pour dire que moi j'ai bien fait même de quitter le Cameroun. Mais il a laissé des gens au Cameroun qui ne sont pas tous morts. Donc, je dis donc que parfois ne prêtons pas le flanc, ne donnons pas le fouet à d'autres avec lequel fouet nous serons bastonnés. Et c'est le cas avec le rapport actuellement. Nous avons souvent donné le fouet. En quoi le meeting de Pierre Kouemo dans l'extrême nord engage la paix sociale? En quoi le meeting du premier ministre Bello Bouba à Limbe 1 déjà en campagne électorale? J'ai dit nous sommes en pré-campagne. Mais ce qui se passe avant est considéré comme des actes de campagne. Mais j'ai dit il n'y a pas que ces militants. L'autorité administrative est chargée de réguler, de contrôler. Il n'y a pas que ces militants des partis. Il n'y a pas que ces militants de partis d'opposition. On a vu le ministre des Finances en mission étatique dans le Nord, mais qui a clôturé son séjour par une mobilisation politique. Était-il en campagne ou en mission Le ministre des Finances allait à l'extrême nord pour des raisons professionnelles liées aux activités de l'administration en charge des finances au Cameroun. Mais il a fini sa mission comment? Attendez, j'ai fini. Voilà. Sauf que, là c'est le rédacteur en chef qui parle. Ouais. Sauf que sur le terrain... je retrouve le rédacteur en chef et non le militant. Non, ça c'est le rédacteur voilà. en chef qui parle. Je vous donne des informations. Voilà. Sauf que, étant militant du RDPC, ses camarades politiques se sont reconnus et l'ont accueilli politiquement, bien que ce ne soit pas pour ça qu'il est parti. Voilà, mais c'était quoi la campagne ou la pré-campagne? C'était quoi? Avait-il le droit? Ça n'avait rien de campagne. A-t-on interdit cela, cette mobilisation? C'est comme si vous venez chez moi. A-t-on interdit cela? C'est comme si vous venez chez moi pour des raisons professionnelles. Mais comme nous sommes journalistes, vous et moi, comme nous sommes journalistes et militants du RDPC. Je ne suis pas militant. Non, supposons que vous l'êtes. Non, pourquoi vous voulez supposer à Mondo Vision? Pourquoi vous voulez me décerner la carte de parti à Mondo Vision? C'est un exemple. Non, c'est un mauvais exemple, retirez-le. Alors, nous sommes militants. Voilà. Mais comme vous et moi, nous sommes journalistes. On va quand même essayer de prendre un pot. On va quand même essayer de traiter une ou deux actualités. Bien que ce ne soit pas pour ça que vous êtes là. Voilà, continuez. Je dis donc que, est-ce que cette mobilisation des ministres, parce que j'ai remarqué dans les images, le ministre des Finances, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, j'ai retrouvé le ministre de la Santé. Il y avait également ce sont des élites qui étaient là en tant qu'élite du septentrion. Cela n'est pas mauvais. Mais membre titulaire pour la plupart. Vous, à Lobo, vous ne serez pas là. Je ne serai pas là comment? Voilà, c'est pour ça qu'ils étaient là. Mais ce n'est pas dans le cadre du parti. Vous et moi, nous ne sommes pas liés par les raisons du parti, mais pas les questions purement professionnelles. En fait, je chute en indiquant que la course, on a retenu les 12 apôtres, je les appelle comme ça. Qu'on garantisse les chances à tout le monde. Et l'arbitre final, c'est l'électeur qui va sanctionner dans l'urne le 12 octobre. Mais
il ne faudrait pas que les gens disent que non, on n'a pas pu dérouler nos différents programmes parce que à chaque coin d'arrondissement, on a interdit nos meetings, on n'a pas pu dérouler. Parce que Stéphane l'a dit, la campagne sera officiellement lancée le 27 septembre prochain. On aura pour 2 semaines. Et les 2 semaines sont insuffisantes pour sillonner le Cameroun tout entier. Raison pour laquelle vous du RDPC, vous avez les représentants au mètre carré. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir... vous avez tout le temps pour vous déployer. Ceci donc anticipe avec la pré-campagne. Non, vous avez... C'est interdit, sauf que c'est interdit. Vous avez tous les moyens. Vous avez tous les moyens. Vous avez tous les moyens pour le... Mais pourquoi vous paniquez? Vous donnez donc l'occasion à ceux-là de prendre ces vidéos et de les envoyer à l'international. Dire que regardez, nous sommes muselés. Pourtant, le champion, votre champion a dit, il voudrait qu'on retienne de lui. Il a dit à Radio Monte Carlo, les bandes sont là. C'est en 1900, je crois qu'il le disait au confrère Yves Nomorizi, qu'il souhaiterait qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Donc, ne faites pas mentir au champion qui est candidat à sa propre succession. Non. Eh bien, c'est Prio Linga. Avec vous, revenons sur l'impact pour le processus électoral. Ces restrictions menacent-elles, selon vous, la crédibilité du scrutin présidentiel du 12 octobre? La réponse est oui. Et je vais m'expliquer. D'abord, je dois dire ici que le haut-commissaire des Nations Unies qui a pondu ce rapport, qui a donné ces informations, M. Volker Türk, l'a fait le 2 septembre, je crois. 2 septembre 2025. Je dois dire que les griefs qui sont contenus dans ce rapport sont à 100% vrais. À 100% vrais. Je dois aussi dire que le Cameroun est quand même membre de l'Organisation des Nations Unies. C'est la structure supra-étatique. Dessus. Le Cameroun, pour être membre des Nations Unies, donc, a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la Charte des Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, avec ses protocoles additionnels. Le Cameroun est membre, a souscrit également à la charte, la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'il y a des obligations pour les États qui souscrivent à ces protocoles, que ces États doivent scrupuleusement respecter. Vous ne pouvez, personne n'a poussé les dirigeants camerounais. Ils peuvent dire que bon, nous renonçons à ces affaires-là, nous ne sommes même plus membres nous ne rentrons plus dans la charte de ces affaires. Mais quand vous y êtes, alors respectez les protocoles qui font de vous membre de cette organisation. Sinon, vous devenez un État voyou qui ne respecte pas ses engagements sur le plan international. Et un État qui ne respecte pas ses engagements sur le plan international est un État voyou. Et les États voyous, on sait comment ces États finissent par être traités par la communauté internationale. Nous ne souhaitons pas qu'un grand pays comme le nôtre, qui doit servir de lumière, qui doit servir d'exemple en Afrique, tombe dans les tréfonds mais c'est terrible quand c'est le Cameroun qui est décrit comme ça. Or, tout ce qui est dit est vérifié et vérifiable. Je voudrais dire ici que le commissaire des droits de l'homme a parfaitement raison. Quand vous avez des langages tels qu'on l'a décrié quelquefois, certains savent même commencer, c'est devenu au Cameroun comme des boutades. Un ministre de l'administration territoriale qui utilise des termes comme le moulinex pour des gens qui simplement revendiquent leurs droits civiques et politiques. Pour des gens qui sont allés simplement manifester pacifiquement devant le Conseil constitutionnel, encore que c'est reconnu dans la loi que ces audiences sont publiques, hein. Ça veut dire que c'est ouvert, le citoyen peut aller. Mais des gens manifestent simplement, on les a embarqués, et il a fait mention de ça dans son rapport. Il dit qu'il y a des candidats sérieux à l'élection présidentielle qui ont été exclus du champ électoral. Est-ce que ce n'est pas vrai?
Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est une lapalissade. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, quand vous avez tout ce qu'il a décrié, et alors vous vous dites, si moi j'étais le président du Cameroun, je réagirais avec la promptitude qu'il faut pour que mon pays ne soit pas traité justement du mauvais élève de la démocratie. Mais on a l'impression que ceux qui nous gouvernent se plaisent. Ils se plaisent qu'on dise qu'ils violent constamment les droits de l'homme. Ils se plaisent qu'on dise qu'ils matraquent, qu'ils malmènent, qu'ils oppriment les voix discordantes, c'est-à-dire les partis de l'opposition. Ils se plaisent dans ça. Et ça, c'est inadmissible, inacceptable en démocratie. C'est inacceptable. On ne peut pas les encourager. Qu'on soit du parti au pouvoir. Je me pose même la question de savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas si je n'étais pas le leader du Front démocratique révolutionnaire, si j'aurais pu un seul instant de ma vie être militant du parti au pouvoir. Je ne sais même pas. Parce qu'il n'y a rien dans ce que ces gens posent au quotidien comme acte qui justifie que quelqu'un qui est moralement moral, qui a un peu de l'antipathie pour les autres, puisse les soutenir. Je vous assure. Mais je voudrais mettre un bémol dans mon propos en disant que même cette ONU me pose un problème. Dites-nous. Parce que voilà l'ONU. Parce que le haut commissaire des droits, c'est un pan. Mais il y a un autre pan. Voilà la même ONU qui, à travers, je ne sais pas, a signé une convention le 9 septembre, le 9 mai 2025 avec Elekam, pour que le processus électoral soit un processus qui garantisse la transparence, l'équité et tout ce qui peut accompagner un processus clair. Nous n'avons pas pris connaissance de la teneur de ce qui a été signé entre ces deux entités. Et nous l'avons même décrié. Voilà. Le professeur Kamto et moi-même avons décrié pour demander en substance quelle est la convention qui a été signée. Oh, voilà le haut commissaire qui vient dénoncer l'exclusion des candidats sérieux. Mais vous avez la même ONU avec Elekam qui travaille en collaboration, qui a quand même accepté qu'on exclue. Hein? ONU, Elekam. Donc, lorsqu'on a exclu le professeur Maurice Kamto, nous aurions souhaité, si l'ONU voulait jouer franc jeu, nous aurions souhaité que entre la décision du conseil électoral et la saisine, c'est-à-dire que le jour où le conseil constitutionnel devait prendre le relais, c'est à ce moment qu'on se serait attendu à ce que cette préoccupation du haut commissaire intervienne pour dénoncer l'exclusion des candidats. À ce moment, justement, le Conseil constitutionnel aurait pu se ressaisir pour dire qu'effectivement, Elections Cameroun a exclu maladroitement et malhonnêtement le professeur Maurice Kamto. Ils sont restés tranquilles. Maintenant, les validations des candidats ont été faites et viennent décrier l'exclusion après. On a l'impression que l'ONU, c'est ce médecin après la mort, qui vient après la mort. Que c'est ces sapeurs-pompiers qui arrivent au moment où l'édifice a complètement brûlé. Mais il faut le faire, Et nous disons quand même que même la communauté internationale n'aide pas nos pays à avancer. Vous devez décrier quand c'est le moment, quand ça peut encore avoir l'impact sur le cours des événements. Vous ne venez pas décrier quand tout est déjà compromis. Vous ne venez pas dénoncer quand tout a déjà été géré de manière malhonnête et maladroite. Alors, c'est en cela que je mets du bémol. J'ai dit, tout ce que le haut commissaire a dit est vrai. Et c'est inacceptable qu'un pays qui se revendique être une démocratie se comporte de cette manière. Alors, deux questions. Les électeurs camerounais peuvent-ils encore croire à un processus libre, transparent et inclusif? Deuxième question, la présence ou non d'observateurs internationaux peut-elle inverser la perception de légitimité? Pour les observateurs internationaux,
je commence par le deuxième Tout à fait. volet de votre question. Pour les observateurs internationaux, j'ai dit, pour le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, nous ne pensons même pas du tout que les observateurs internationaux sont une garantie pour une élection minimalement transparente. Pour au moins une raison. Dites-nous. C'est que lorsqu'on vous dit même, on vous parle d'observateurs internationaux, moi je suis parfois éberlué de constater qu'on dise que les observateurs sont venus observer les élections dans un pays. Vous voyez 12, 20, 30 bons hommes dans un pays aussi vaste que le Cameroun. Et on vous envoie une cinquantaine, une vingtaine, une trentaine de personnes. Comment ils vont faire pour contrôler un système éparpillé sur 25 000, 30 000 bureaux de vote? Pour dire que nous étions, pour moi, pour que les observateurs internationaux, les observateurs internationaux puissent jouer un rôle sérieux dans l'observation des élections en Afrique, il faut qu'ils travaillent en amont avec les organisateurs des élections et que ceux qui les envoient au moins autant de personnes que de bureaux de vote sur le territoire. Et que chaque bureau de vote ait un observateur international assis du début jusqu'au dépouillement de l'élection. C'est en cela qu'ils seront efficaces. Si on vous envoie des gens qui sont là simplement pour venir valider les impostures en Afrique, ça ne sert à rien de nous envoyer les observateurs internationaux. Je suis sérieux en le disant. La première préoccupation, vous dites donc, est-ce que les Camerounais peuvent croire? Je crois que c'est ce que vous avez dit dans le premier volet. Est-ce que les électeurs camerounais peuvent-ils encore croire à un processus libre, transparent et inclusif? Vous pensez que, je suppose, pas que je suppose, vous êtes Camerounais. Vous, monsieur Fomon, vous êtes Camerounais, n'est-ce pas? 100%. Comme moi. Tout à fait. Est-ce que vous, dans la situation actuelle, vous croyez à un processus transparent, équitable et inclusif? Ça a toujours été le cas. Je pose la question dans le questionnement et je réponds. Est-ce que vous-même, consciemment, vous êtes, en tant que Camerounais que nous sommes, un observateur très averti, un journaliste brillant que vous êtes, est-ce que vous pensez que dans la dynamique actuelle, telle que c'est parti là, le processus est inclusif, après avoir exclu des candidats sérieux? Sauf que là, c'est moi qui pose les questions. Donc, ça veut donc dire que dans votre question, j'ai dit la réponse coule de source. Ah bon? Il n'est pas inclusif du tout, le processus électoral. Il n'est pas du tout inclusif. Est-ce qu'il est transparent? Lorsqu'on voit l'inobservation même des dispositions, des textes organisant les élections, l'article 80 du code électoral a-t-il été respecté depuis que nous crions? Et les Camerounais, dans leur fameuse convention du 9, dont on ne maîtrise pas le contenu. Est-ce que l'ONU s'est rassuré là que l'article 80 du code électoral, qui prévoit justement la publication le 31 décembre, a été respecté? Pour que tout le monde voit, tout le monde puisse observer et que effectivement, dans cette liste électorale nationale que nous avons, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de triplons, il n'y a pas de morts. Que non! L'ONU est restée tranquille avec l'élection en travaillant dans le noir avec les CAM. Alors, il n'est donc pas aujourd'hui, sauf si on veut faire jouer les imposteurs, ce que nous, révolutionnaires, nous refusons de jouer. Et nous ne jouerons jamais le rôle d'imposteur dans ce pays. Parce que nous considérons que cette nation doit être construite. Elle doit être construite avec des patriotes, des gens qui aiment leur pays, des gens qui aiment la vérité et la justice. Pas avec des imposteurs et des injustes, des tricheurs. On ne développe pas un pays avec la tricherie. Et en plus, vous savez, j'aime cette grande déclaration qui dit qu'un grand penseur a dit en son temps, c'est la justice qui élève une nation. C'est pour cette raison que, Aimé Scipio Lingala, que je me battrai tant que je vivrai pour que la justice triomphe toujours sur l'injustice. Je me battrai tant que je vivrai pour que l'injustice ne soit pas érigée en système de gouvernance et que la justice soit reléguée au rang des faits divers.
Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a l'impression que quand des actes manifestement infâmes sont posés par des dirigeants, quand l'exclusion aussi scandaleuse que celle de Mkamto est vue en Mondovision, les gens sont surpris de voir les rapports des Nations Unies qui confirment simplement ce que tout le monde a vu. Et vous voyez quand même quelquefois des Camerounais qui s'érigent en défenseurs de ce genre d'imposture. Est-ce qu'ils aiment ce pays? Que non. D'accord. Alors, j'ai dit pour ma part, Je te parle. travaillons pour que demain soit différent d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le noir, hier c'était les ténèbres, aujourd'hui c'est le noir. Il faut que demain nous ayons un minimum de lumière. Et ce n'est pas en réprimant les voix contraires, en réprimant l'opposition, parce que ceux qui sont dans l'opposition, nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes des fils de ce pays. Nous ne sommes pas moins citoyens que ceux qui se déclarent être militants, convaincants et convaincus du RDPC. Le RDPC n'a pas mené de guerre de libération au Cameroun. Le RDPC n'a jamais mené de guerre de libération dans ce pays. Ceux qui l'ont mené ont été laminés. D'accord. Et c'était des UPCistes. D'accord. Alors, donc le RDPC, le Cameroun n'est pas la propriété d'un parti politique. Le Cameroun est la propriété de tous ses enfants, de tous ses fils et de toutes ses filles. D'accord. Et c'est ensemble, même dans des chapelles politiques différentes, que nous devons construire de manière harmonieuse notre nation. Ceux qui estiment qu'ils ont plus de droits, ils doivent aller interdire les manifestations ici et autoriser là-bas de manière en appliquant la loi à géométrie variable. Ils seront eux aussi devant l'histoire responsables de la dégénérescence de notre nation. Très bien. Docteur Stéphane Zanga, revenons avec vous sur la réaction attendue des autorités de ce pays. Quelle devrait être la réponse du gouvernement face à la mise en garde de l'ONU? Doit-il reconnaître certaines insuffisances et ajuster sa gouvernance électorale, ou bien maintenir une posture souverainiste et rejeter toute critique extérieure? Le gouvernement camerounais doit réagir parce qu'on est là dans le cadre du multilatéralisme. Le gouvernement camerounais est un État qui est membre de l'Organisation des Nations Unies. Et là, c'est une institution spécialisée des Nations Unies qui commet un rapport et qui décrit certaines insuffisances du Cameroun dans le cadre de la gouvernance électorale. Vous savez que l'ONU, on n'est pas là dans un cas d'ingérence. L'ONU est en droit de commettre un rapport sur le Cameroun parce que quand vous êtes membre des Nations Unies, vous n'avez plus la pleine souveraineté, vous abandonnez quelques pans de votre souveraineté au profit de cette institution intergouvernementale. Donc c'est une sorte de souveraineté partagée avec l'Organisation des Nations Unies qui promeut des valeurs de démocratie, des valeurs de paix, des valeurs de gouvernance électorale. Et le Cameroun a souscrit justement à ces valeurs-là. Et le rôle des Nations Unies est de vérifier l'appropriation, la mise en œuvre et même le respect des valeurs qu'elle promeut. Et quand elle se rend compte que le processus électoral en son entame ou alors à certaines de ces étapes est déjà entamé de certaines irrégularités, enfin, est déjà entachée, autant pour moi, de certaines irrégularités. Cette institution se doit d'attirer l'attention du Cameroun sur des risques qu'il y a à continuer un tel processus électoral sans avoir à revoir ce type d'irrégularité. Donc le Cameroun doit justement réagir en donnant des arguments qui vont justifier des actes qui sont relevés par les Nations Unies. Il faut savoir que cette institution fait des enquêtes préalables avant de commettre des rapports. Elle est représentée au Cameroun. Ces institutions des Nations Unies sont bien présentes au Cameroun. Donc le gouvernement doit justement prendre des mesures parce que là l'ONU sensibilise, l'ONU prévient et même dans le cadre des conventions avec l'ECAM, l'ONU est justement dans son rôle parce que c'est pas un cas d'ingérence. Il faut rappeler que le processus électoral est une affaire interne, certes, mais dans la charte des Nations Unies, il est prévu que l'ONU puisse assister sur le plan
puisse apporter une assistance technique à certains de ces États membres sur le plan électoral. On l'a vu en Centrafrique, on l'a vu dans d'autres pays. La convention justement avec l'ECAM est un formalisme qui évite qu'il y ait un cas d'ingérence des Nations Unies dans les affaires internes de l'État du Cameroun. Donc la convention vient donc lier les deux entités. Ça vient donc répondre aux préoccupations de Louis-David Lobé justement et du président Aimé Olinga. D'accord, on va donner 5 minutes aux auditeurs qui veulent réagir par appel téléphonique direct au 693 62 38 28 693 62 38 28 par appel téléphonique direct ou encore au 676 78 06 53 676 78 06 53. Parole donc aux auditeurs par appel téléphonique direct. Vous pouvez réagir, vous n'avez que 5 minutes, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il en reste d'ailleurs 4 au 693 62 38 28 693 62 38 28 ou encore au 676 78 06 53 676 78 06 53. Parole aux auditeurs, vous appelez et puis vous réagissez un peu et en vrai sur les sujets à l'ordre du jour. Dans le site respect des panélistes, s'il y a donc des auditeurs qui veulent réagir, rappelons que même sur WhatsApp, pour ceux qui appellent à distance, vous pouvez appeler, utiliser les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Ce sont les numéros de production de cette émission que vous pouvez utiliser pour des appels WhatsApp. 4 minutes qui restent, c'est même 3 déjà pour les auditeurs. En attendant, Louis-David Lobé, vous pourrez réagir un mot de fin sur la souveraineté et l'ingérence. Est-ce que l'ONU agit comme un garant des droits fondamentaux ou alors comme un instrument d'ingérence dans les affaires intérieures du Cameroun? Le Cameroun ne vit pas en vase clos. Et il ne faut pas brandir le prétexte de la souveraineté lorsque nous sommes allés librement signer des conventions qui permettaient aux autres d'avoir un droit de regard sur la marche des affaires dans notre cité. Il faut donc clarifier nos positions bien avant, afin que la ligne de démarcation soit clairement établie entre ce qui relève de notre pleine et entière souveraineté et ce qui peut faire l'objet d'une observation ou d'une appréciation par d'autres entités. D'accord. La communauté, avec vous, Norbert Ebodé, la communauté internationale a-t-elle un rôle légitime à jouer dans le suivi des élections africaines ou alors ces prises de position affaiblissent la souveraineté nationale et alimentent des tensions politiques internes? Nous n'avons pas besoin des pompiers pyromanes, hein. On a besoin de gens qui peuvent peut-être permettre l'encadrement de ces périodes charnières dans les différents pays, parce que ça donne parfois le sentiment que ces organisations internationales veulent imposer leur volonté, veulent imposer leurs dirigeants. On souhaiterait que le dirigeant dont la candidature est validée par les urnes soit l'émanation de son peuple. Qu'on n'ait pas ceux-là qui viennent nous servir des dictées préparées. D'accord. Je crois que l'aide est destinée singulière révolue. Très bien. Aimé Cyprien Olinga, que peut changer concrètement cette alerte de l'ONU dans la conduite de l'issue du scrutin? Cette alerte va changer, j'en suis certain, va changer beaucoup de choses. Mais il faut que l'ONU soit vraiment vigilante dans l'observation et dans l'appréciation des faits. Il ne faut pas que l'ONU, qui est une organisation supranationale, se comporte comme je le disais tantôt, ce médecin après la mort, qui laisse d'abord les choses se gâter, entre guillemets, pour venir dénoncer. Parce qu'à ce moment, ça ne servira à rien. Ok, d'accord. Alors, docteur Stéphane Zanga, c'est avec vous qu'on clôture l'émission. Est-ce qu'il s'agit d'un simple avertissement symbolique, sans conséquences réelles, ou alors cela pourrait peser sur les relations diplomatiques, la coopération internationale et même l'image du Cameroun à l'étranger?
C'est tout cela à la fois. L'ONU attire l'attention de l'État du Cameroun et la strict respect des normes et valeurs qu'elle promeut, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et l'équité dans l'organisation du processus électoral et aussi même dans la gouvernance électorale par certaines institutions supposées être indépendantes et aussi, il faut le rappeler, la neutralité de l'État à travers les autorités administratives qui n'appartiennent pas à une formation politique particulière mais qui doivent jouer le jeu et la carte de la neutralité parce qu'au bout du compte, il y aura des reconnaissances internationales du résultat de ce scrutin. Il y aura justement certaines félicitations qui viendront donc de la part de la communauté internationale à celui qui sortira victorieux de ce combat politique, si je peux l'appeler ainsi, du 12 octobre prochain. L'ONU certainement enverra des observateurs qui vont justement scruter en profondeur le déroulement de ce processus électoral. Donc c'est la crédibilité du Cameroun qui est ici mise en jeu et je pense que les autorités camerounaises doivent prendre leurs responsabilités. Et M. Cyprien Lugabo réagir oui, je voudrais dire que en observant notre processus électoral, je pense que sur le plan de la crédibilité, on a déjà commencé à voir des vertes et des pas mûres. Dites-nous tout. J'ai suivi que sur la liste des hommes qui doivent aller sur le terrain, les organes en charge de faire la campagne électorale, il me semble que certains acteurs du processus, c'est-à-dire qui sont membres de l'organisation des élections, sont déjà également membres des commissions qui doivent aller battre campagne. Comment vous dites des choses comme ça? Oui, mais quelles sont les preuves que vous avez? Oui, mais je vais vérifier parce que dans la liste des gens qui doivent aller battre campagne, on m'a signalé qu'il y a un DGA des élections, mais qui est d'Elections Cameroun, dont le nom se retrouve. Ça c'est le Congo. Voilà. Non, vous n'avez pas ce document. Cette information on ne peut pas des affirmations. Ne fait que circuler. Nous allons davantage recouper. Mais si des affirmations. Voilà je dis donc que c'est ça. Voilà les informations qui circulent partout dans les réseaux sociaux. Que un DGA de Elections Cameroun, on retrouve son nom. Recoupez d'abord. Et si davantage cela est avéré, nous allons appeler à la démission. On refuse la diffamation. Il n'y a pas de diffamation. Ça, c'est la diffamation par voie de presse. Nous allons acheter le journal L'Action et vérifier ces informations. Voilà, vérifier donc dans L'Action. Et si le nom de ces responsables se trouve dans le journal L'Action, il faudra que ces responsables démissionnent de ses fonctions à Elections Cameroun. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore la preuve. Voilà. Que son nom se retrouve dans le journal L'Action. Ouais. Nous n'avons pas la preuve de vos déclarations, de vos affirmations, et elles sont classées gratuites. Elles circulent en boucle dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui est sur les réseaux sociaux peut voir que cette information circule en boucle. Et personne n'a démenti. Personne n'a démenti. Attendons, laissons mariner. On verra si on verra ce que la suite nous dira. Et si c'est le cas, on reviendra ici. Pour que nous exigerons sa démission. Il vous souvient qu'une dame, à un moment donné, s'est retrouvée dans ce cas de figure, membre d'Elections Cameroun, en 2018, je crois, et elle a été démissionnée, cette dame-là. Voilà. Donc, si cette information est vérifiée, que le responsable en question débarrasse le plancher de l'organe en charge des élections, vous ne pouvez pas être juge et partie. Jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée, cette personnalité est encore en service. Laissons le temps pour vérifier et revenons ici vendredi prochain pour évaluer. C'était l'arbre à palabre radiophonique dans sa forme du débat politique contradictoire long courrier. Il faudra dire que Louis-David Lobin était là pour le compte de l'UMS. Dr Stéphane Zanga, lui, il est politologue universitaire. Il y avait donc Norbert Olivier Ebaudet, journaliste et membre du club des journalistes du Cameroun. Journaliste politique du Cameroun. Journaliste politique du Cameroun. Et M. Cyprien Olinga, le guide de la Révolution nationale, président national du Front démocratique révolutionnaire, était donc là. Il y aura 3 rediffusions. La première ce soir après les programmes à 22h. La seconde demain vers 13h. Et la dernière, c'est dimanche, toujours avec 13h. Entre-temps,
Paulin Aouna était à la mise en onde et Alex Vandor à la réalisation vidéo. Daniel Yondou assurait la réalisation, la police d'antenne. Moi, je suis Angèle Benfo. Moi, je modérais. Et Jean-Jacques Zé supervisait. La radio s'appelle Capital FM et puis la fréquence est 102.8. Vendredi prochain, on sera encore là pour le débat politique contradictoire long courrier. D'ici à là, passez un agréable week-end.